commencer l'exposé du travail d'Edmond Berthollet et Laura Lessourneau sur l'ubérisation de l'État. Ils avaient un sujet impossible au départ, c'était l'ubérisation à qui le tour. Ils avaient un sujet impossible parce qu'il y avait presque un rapport par jour sur le sujet. Donc vous pouvez juger de savoir s'ils ont apporté quelque chose. Alors Marie-Solange Tissier, qui normalement préside ces réunions, n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a vraiment une contrainte professionnelle majeure. Donc je la remplace pour cette séance et j'ai été le pilote de ce mémoire. J'ai essayé de guider les pas des élèves. C'est une activité que j'apprécie beaucoup, aider des jeunes à advenir. Et je dois dire que cette année, vous trouverez peut-être que j'ai eu la main particulièrement heureuse. Donc il y aura 45 minutes, c'est juste une merde de mettre la pression. 45 minutes d'exposé et puis ensuite 45 minutes de questions. Bonjour à tous. Il était impossible samedi soir de trouver des taxis. Les chauffeurs étaient assez désagréables quand ils n'étaient pas au téléphone. Heureusement, Uber est arrivé. Les chambres d'hôtel chères étaient toutes plus impersonnelles les unes que les autres. Airbnb nous fait sentir chez nous ailleurs et nous permet de découvrir de l'intérieur n'importe quel endroit de la Terre. On en avait marre des compagnies de train qui laissent les gens sur le bord de la route tellement les prix sont excessifs. Heureusement, Blablacar est arrivé. Il vous est pénible d'inscrire vos enfants à la crèche, d'aller aux urgences, de demander un permis de construire, de déclarer un vol au commissariat, de changer de caisse d'assurance maladie, de refaire sa carte grise. Alors à qui le tour, comme on nous a demandé en début d'année? Est-ce que l'État lui-même, finalement, ne serait-il pas en passe d'ubérisation? Pire, est-ce que l'ubérisation n'aurait-elle pas commencé? Eh bien nous, en fait, on pense que si. On pense que l'ubérisation de l'État, elle a commencé, et qu'elle est à l'œuvre, et qu'elle est mise en œuvre par les GAFA. On vous expliquera comment et pourquoi. Mais si l'ubérisation fait peur, et on la prend souvent comme une menace, on pense qu'il faut s'en saisir comme une chance, et nous tous, contribuer à ubériser l'État avant que d'autres ne s'en occupent, pour faire un État plus démocratique et plus efficace. Alors ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en occupent. Oui, parce qu'il y a une menace. Mais l'ubérisation, c'est quoi? L'ubérisation, on sait, ça touche tous les domaines, c'est souvent associé au débat autour de la protection sociale, de la fin du salariat, c'est associé aux notions de marché biface, de rendement croissant, on en parle partout, tout le temps, mais finalement on peine à définir ce que c'est vraiment. Alors le piège, c'est de croire que parce qu'il y a un mot, il y a une ontologie, un consensus derrière ce qu'est l'ubérisation. Là où en fait chacun l'utilise un peu pour signifier des choses légèrement différentes. Alors on a essayé de vous présenter les définitions qui étaient le plus souvent employées. Ce sont les suivantes. Certains l'utilisent pour parler d'économie collaborative, d'autres de concurrence par les amateurs. Certains, en se focalisant sur le diagnostic d'Uber, pensent aux entreprises qui jouent avec les cadres légaux, fiscaux ou statutaires. Certains pensent immédiatement à la notion de dématérialisation. Et enfin, d'autres ont en tête la désintermédiation. Alors, aucune de ces définitions ne nous convient parfaitement, soit parce qu'elles n'englobent pas toutes les boîtes qu'on considère traditionnellement comme ubérisantes, soit parce qu'elles en englobent trop. Pour donner juste quelques exemples, en France, les chauffeurs d'Uber sont des professionnels, les banques sont grandement dématérialisées, mais on ne les appelle jamais ubérisantes, et enfin, Blablacar n'a pas supprimé un intermédiaire, bien au contraire, il en a rajouté un. Alors, pour poser notre définition, on a choisi de remonter à l'origine du mot, qui se trouve avoir été inventé par Maurice Lévy, le PDG de Publicis, un Français donc. Il a prononcé en décembre 2014 dans le Financial Times. Tout le monde a peur de se faire ubériser. C'est l'idée qu'on se réveille soudainement en découvrant que son activité historique a disparu. Alors c'est pas tellement l'idée de peur que véhicule cette phrase qui nous intéresse, c'est davantage l'idée de disruption, de bouleversement, d'incompréhension que nous on va essayer d'expliquer dans notre définition. Alors on définit l'ubérisation comme ça. C'est la disruption rapide du modèle existant par des ubérisants qui ont trois caractéristiques. Ce sont des plateformes numériques de confiance. Donc le numérique n'est pas au cœur de la logique de disruption, mais il permet de passer à l'échelle et c'est crucial. Qui sont sans infrastructure physique ni opérateur. Blablacar et Uber n'ont pas de chauffeur, ils n'ont pas de voiture. En revanche, ceci est rendu possible par le fait que ce sont des plateformes qui ne se focalisent pas vraiment en fait, sur le transport en tant que tel, mais sur la mise en relation entre les offreurs et les demandeurs. Et c'est des plateformes qui sont tournées vers le client, c'est-à-dire qui partent des besoins du consommateur, qu'ils soient conscients ou latents, et ils essaient d'y trouver des solutions.
Alors on va poser notre définition de l'ubérisation, mais nous notre travail il n'est pas simplement sur l'ubérisation, on a décidé de l'orienter vers l'ubérisation de l'État. Et on pense que de plus en plus, des ubérisants vont venir menacer les services publics un à un et disrupter en fait l'État. Et on pense que souvent ces ubérisants seront lancés par les GAFA directement ou indirectement quand ils rachètent des startups. En effet, au début, ce genre de business est peu rentable puisqu'il faut apprendre à monétiser différemment les activités. Les GAFA y arrivent très bien. Alors on va commencer par quelques exemples d'ubérisation des services publics. Je ne vais pas tous les détailler, mais si on prend le safety check. Le soir du 13 novembre, lors des attentats de Paris, vous pouvez vous connecter sur Facebook et vous voyez lesquels de vos amis s'étaient signalés ou non en sécurité sur la plateforme Facebook. C'est en fait 20 fois plus efficace qu'un traditionnel numéro vert gouvernemental. C'était en moins de 24 heures plus de 2 millions de réponses. Dans l'enseignement supérieur, c'est parfois un cauchemar pour les parents et les étudiants de s'y retrouver parmi la multitude de formations, tant au niveau licence qu'au niveau master, et d'en apprécier vraiment la valeur. Quels sont les vrais débouchés? Quelle est la valeur de la formation? C'est difficile à dire et pourtant LinkedIn pourrait vous le dire assez facilement. LinkedIn qui vient d'être racheté par Microsoft pour 26 milliards, ce qui nous fait dire qu'on ne devrait peut-être pas parler de GAFA mais de GAFAM. Enfin, Google qui vient concurrencer les opérateurs télécoms avec Google Fiber aux États-Unis. Google va installer la fibre là où il juge la puissance publique inefficace. Ça a été le cas dans le Kansas et maintenant à Dallas. Alors vous le voyez, on pourrait multiplier les exemples plus ou moins futuristes, mais tous les services publics semblent être menacés. Tous les services publics, c'est-à-dire les services publics qu'on appelle marchands, par exemple dans les télécoms ou la poste, les services publics non marchands, par exemple l'éducation ou la santé. Alors vous allez me dire, vous n'avez pas parlé du régalien. Mais nous, on pense que le régalien aussi peut se faire ubériser. Alors vous allez me dire, c'est inconcevable, on ne fera jamais confiance aux GAFA, c'est irréalisable, et pourtant ça a déjà existé d'une certaine manière. Vous avez des armées de mercenaires qui officiaient dès l'Antiquité, Carthage les utilisait pour ses guerres puniques, donc c'est pas totalement impossible. Alors, on n'aura sans doute pas demain une armée Google ou une police Facebook, encore que beaucoup de gens disent que Google nous connaît mieux que n'importe quelle police d'État. Mais je vais vous rapporter un fait assez frappant qui s'est déroulé à Birmingham, en Angleterre. Il y avait une personne qui perpétuait des vols et des agressions multiples et l'enquête pataugeait malgré les nombreux dépôts de plainte. L'enquête pataugeait jusqu'à ce qu'une des victimes trouve sur l'onglet Facebook « Vous connaissez peut-être », qui vous propose des nouvelles amitiés, son agresseur. Comment ça se fait? C'est parce que l'outil, vous connaissez peut-être de Facebook, analyse les amis de vos amis et les données de géolocalisation. Et dans ce cas, ils ont montré que l'agresseur était un ami d'amis de la victime et que les deux personnes avaient été au même endroit physiquement lors du vol, ce qui a permis à Facebook, l'algorithme de Facebook, de vous proposer l'agresseur à la victime et à la victime de reconnaître et finalement, ce qui a conduit à l'arrestation du criminel. Donc c'est assez frappant, le régalien pourrait être ubérisé et souvent quand on dit ça, 3 arguments nous sont opposés. Et on pense que ces 3 arguments vont devenir de plus en plus caducs grâce à l'activité assez géniale des GAFA. Le premier, c'est l'argument de la non-exclusivité. Alors un bien commun, un bien public est non exclusif. Par exemple, si on sécurise le pays, ça me bénéficie à moi, mais ça vous bénéficie aussi à vous. Et ça ne peut pas me bénéficier à moi sans que ça vous bénéficie à vous. Donc c'est un bien qu'on appelle non exclusif. Il ne peut pas être monnayé. Il est hors de toute rationalité économique. Donc aucun acteur privé n'a va aller dessus. Simplement, les GAFA sont assez forts pour avoir réussi de manière collatérale à rendre ces services ou alors à arriver à les monnayer différemment par les données ou par la publicité. Le deuxième argument, c'est celui de la confiance. Est-ce qu'on ferait confiance aux GAFA pour assurer notre sécurité? Vous allez me dire sûrement pas. Et pourtant, ils sont les plus forts pour arriver à chaque jour être plus intime avec nous et à nous faire accorder la confiance aux GAFA. Il y a 10 ans, est-ce que vous faisiez confiance à Internet? Sûrement pas. Alors qu'aujourd'hui, quand vous avez une question, vous voulez connaître la vérité, vous allez sur Google directement. Parce que Google nous a habitués à nous donner la vérité. Il nous donne l'horaire d'ouverture et de fermeture des magasins et c'est en général exact. Ils nous ont habitués à la vérité, on ne se pose même plus la question. Quand on veut la vérité, on va sur Google, on l'a en temps réel. Enfin, non, on n'aura peut-être pas demain une disparition de l'armée, une disparition de la police,
mais on a le risque qui est, à notre avis, bien réel, de voir non pas une concurrence frontale, comme Amazon pourrait concurrencer La Poste, mais peu à peu, voir des services publics régaliens tomber dans une certaine obsolescence. Est-ce que demain, on nous demandera encore la carte d'identité pour nous identifier et pas de présenter notre compte Facebook ou de faire une recherche Google rapide? Lors du dernier match de handball de Laura, c'est ce qui est arrivé. L'arbitre lui a demandé de présenter son compte Facebook, alors que d'habitude, on lui demande sa carte d'identité. Alors, tous les services publics, même les régaliens, sont menacés d'ubérisation par des plateformes numériques sans infrastructure ni opérateur et centrées sur les clients. En revanche, on pense que le type d'ubérisation va dépendre de la fonction exercée. Parce qu'au sein de chaque service public, comme au sein de chaque secteur privé, il y a une fonction de production et ensuite une fonction de distribution du service produit. Alors commençons par la distribution, parce que c'est là que l'apport du numérique est le plus évident, à l'interface entre fonction publique et citoyen. C'est par exemple Google Calendar, qui demain pourrait être l'interface privilégiée de toute prise de rendez-vous avec un organisme public. Il pourrait comparer notre agenda Gmail privé, voir quand est-ce qu'on a des créneaux disponibles, et puis les comparer avec ceux de notre médecin, de la préfecture, du prof principal, de la mairie, et nous proposer directement les créneaux les plus susceptibles de nous intéresser. Alors ça paraît un peu futuriste. Oui, je veux bien, pardon. Ça paraît peut-être un peu futuriste, mais en fait c'est ce que fait déjà WeChat, qui est l'équivalent de Facebook en Chine, avec des hôpitaux chinois. Et il présente même en retour, il prévient quand les résultats des analyses sont arrivés. Mais la production, le cœur de service du service public est aussi menacé d'ubérisation. Là aussi, les exemples peuvent se multiplier, mais si on reprend le cas que Clément exposait tout à l'heure, de la police qui peinait à retrouver le voleur de Birmingham, on a Facebook qui produit inconsciemment pour l'instant une information absolument essentielle pour mettre les enquêteurs sur la voie du voleur. Et donc en fait, qui touche au cœur du travail d'enquête finalement de la police, c'est bien à la production du service public. Alors tous les services publics sont menacés, que ce soit dans leur fonction de distribution ou de production. En revanche, on pense que ce qui va déterminer la vitesse d'ubérisation, c'est le critère d'insatisfaction. Alors, l'insatisfaction, elle était évidente sur les taxis. On s'en rend compte a posteriori sur les hôtels. Effectivement, les chambres sont très impersonnelles. On ne peut pas les prendre avant 14h, il faut les rendre avant midi. Le minibar et les communications téléphoniques sont hors de prix. De la même façon, on pense que c'est les services publics dans lesquels l'insatisfaction est la plus importante, comme ceux que j'ai présentés en introduction, qui risquent le plus souvent d'être menacés le plus rapidement. Alors on vous parle de service public, d'ubérisation du service public, mais est-ce qu'ubériser les services publics, c'est vraiment ubériser l'État? On s'est demandé qu'est-ce que c'est l'État. On a cherché et on est tombé sur cette conclusion, attention ça va piquer les yeux, que l'État c'est ça. Et puis après on s'est dit non, ça ne peut pas être l'État qu'une succession d'APUL, d'APUC, d'ODAC, d'ODAL ou d'ASSO. C'est quelque chose de plus grand, de plus transcendant que cette simple organisation administrative complexe. L'État, on sent que, outre les services publics, qui varient beaucoup en fonction, les secteurs varient beaucoup en fonction des époques et des lieux, on sent bien que l'État, c'est le régalien, qui permet d'exercer sa souveraineté, tant en interne, sur la propre nation, qu'à l'externe, par-delà les frontières. Alors en interne, avec l'édiction des normes, c'est-à-dire de la législation et de la réglementation, et la sanction pour ceux qui les méconnaissent via la police et la justice. C'est le fameux monopole de la contrainte légitime dont on parle tant et dont jouit l'État. Et puis, à l'extérieur, la souveraineté de l'État s'exprime par la diplomatie et par la force armée. Alors, on a dit que les GAFA marchaient sur des plates-bandes du service public, mais est-ce que finalement, les GAFA, plus que ça, n'auraient-ils pas déjà tout d'un État? On vous parlait de population et de nation. Finalement, les GAFA ont leur propre population, leur propre nation. Vous faites sans doute partie des 1,5 milliard d'utilisateurs Facebook, des 1 milliard d'utilisateurs Gmail. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui sont inscrits sur Amazon comme 300 millions de personnes. 300 millions, ça paraît dérisoire par rapport aux chiffres cités pour Facebook et Gmail, mais c'est quand même 5 fois la population française. Les GAFA, c'est aussi une puissance financière incontestable. 420 milliards de revenus en 2015 et une trésorerie estimée à la fin de l'année 2016 à 375 milliards de dollars.
C'est-à-dire que si les GAFA le voulaient, aujourd'hui, ils pourraient assurer 1 an de dépenses de l'État français. Alors comme on ne peut pas passer notre vie sans avoir à être confronté à l'État, sans savoir à utiliser des services de l'État, les GAFA sont absolument omniprésents dans nos usages. Alors on voit sur ce graphe verticalement les GAFA, horizontalement des usages du quotidien, donc ceux à quoi on peut s'attendre comme la communication, mais aussi la santé ou le transport. Et on se rend compte que Google, Apple, Facebook et Amazon sont absolument présents sur toutes les parts d'usage, comme ils les appellent. Ils rythment totalement notre quotidien et finissent donc forcément par nous imposer à terme leur usage, leur rythme, leurs normes, ce qui a évidemment une influence sur les règles et les lois in fine. Alors enfin, on se rend même compte que les GAFA s'adonnent au jeu de la diplomatie, ou plus justement du développement, à l'extérieur de leur territoire, c'est-à-dire au contact de personnes qui ne sont pas utilisateurs encore de leurs services, et la plupart du temps, tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas Internet. Alors c'est ce à quoi essaie de répondre Facebook avec son programme Internet.org, en offrant à la population en Afrique, en l'occurrence, un accès gratuit à un nombre limité de sites. Alors par des technologies diverses, ils ont même prototypé des drones connectés à énergie solaire. Mark Zuckerberg entend offrir la connectivité, ce qu'il considère en fait comme un droit de l'homme fondamental, à l'intégralité de la population mondiale. Alors on l'a compris, les GAFA ont des caractéristiques qu'on attribue souvent aux États, et au lieu d'essayer de spéculer sur leurs intentions réelles, allons leur demander est-ce qu'ils veulent se passer, voire remplacer les États. Alors on a envie de vous faire lire une lettre que des PDG des GAFA, entre autres, ont adressée à la Commission européenne pour parler de leurs pratiques d'optimisation fiscale. On va vous en faire lire quelques extraits seulement. L'argent que nous ne payons pas en impôts, nous pouvons le dépenser ailleurs. Les gouvernements ne savent pas quoi en faire, nous savons. Alors ils expliquent notamment après que au lieu notamment de guérir les maladies une fois qu'on les a attrapées, ce serait plus intelligent de les prévenir. Nos impôts servent uniquement à créer plus de bureaucratie et plus de règlements. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous libérer de l'emprise de ces gouvernements si nous voulons changer le monde. Sachez que ceux qui ne travaillent pas ne seront pas désœuvrés pour autant. Nous veillerons à combler leurs longues heures d'inactivité par des expériences hors normes de réalité virtuelle. Et enfin, une conclusion un peu désabusée, nous n'attendons pas de vous que vous compreniez, seulement que vous profitiez de nos produits et montriez un peu de gratitude. Alors au risque de vous décevoir, cette lettre c'est un canular. C'est un canular écrit par un polémiste du Financial Times. Mais si elle a de l'importance, c'est parce que beaucoup de gens l'ont cru. Et s'ils ne l'ont pas cru, ils se sont dit que cette lettre, elle exprimait tout haut ce que beaucoup de GAFA, de PDG de GAFA ou de gens de la Silicon Valley pensaient tout bas. Et de fait, beaucoup de personnes illustres de la Silicon Valley, comme Peter Thiel, le fondateur de PayPal et présent au conseil d'administration de Facebook, a des phrases choc et il ne s'en cache pas. Il dit par exemple que la démocratie et la liberté sont incompatibles et que le monde est entré dans une guerre sans merci entre la technologie et le politique. Certains pensent même que Google a un gouvernement avec sa branche Google IDs qui essaye de répondre aux sujets globaux, que ce soit scientifiques ou géopolitiques de notre société. Alors on pourrait avoir l'impression qu'on diabolise un petit peu les GAFA et pourtant pas du tout. Qu'ils soient libertariens ou non, on leur reconnaît des innovations assez extraordinaires. Et puis on ne peut pas non plus trop les diaboliser parce qu'on a un représentant de Google dans la salle. On peut s'asseoir. On ne veut pas trop les diaboliser. Et pourquoi on ne veut pas trop les diaboliser? Peut-être parce qu'ils font mieux les choses que les États. On l'a montré dans tous nos exemples. Ils ont l'air d'être d'une efficacité redoutable et de faire tout bien mieux. Et en plus, eux, comme le disait ce représentant des comics américains, avec des grands pouvoirs viennent les grandes responsabilités. Et les GAFA, ils se saisissent de ces responsabilités puisqu'ils ont leur grand pouvoir. Ils essayent de sauver en quelque sorte l'humanité de tous nos maux. Et on en parlait avec une amie qui travaille chez Facebook et qui nous disait, en rigolant certes, qu'elle avait parfois l'impression de travailler dans une ONG. Le slogan de Google, c'est d'ailleurs « Don't be evil », ne soyez pas le mal. Alors évidemment, il y a des personnes qui émettent des réserves à cette bonne nouvelle. Il y a certaines personnes qui pensent que, notamment depuis l'affaire Snowden, que les GAFA sont le bras armé du gouvernement américain.
Alors c'est vrai qu'il y a des liens qui sont très forts, on notera notamment que Eric Schmidt, qui est le président du conseil d'administration de Google, dirige un comité du Pentagone qui vise à voir ce que les entreprises de la Silicon Valley peuvent apporter à l'armée américaine. Après, on trouve difficile de trancher sur qui maîtrise vraiment qui. On a notamment en tête Apple qui a tenu publiquement, en tout cas, tête au FBI récemment. D'autres personnes considèrent avec un grand cynisme les services d'intérêt général qui sont produits par les GAFA en disant que ce sont en fait que des businessmen et que ce qui les intéresse, c'est d'augmenter la valeur de retour à leurs actionnaires. Un des exemples qu'ils citent, c'est justement cette installation de Facebook en Afrique où Facebook rompt avec la neutralité du net en ne permettant l'accès qu'à certains sites, et vous l'aurez compris, en particulier Facebook. Et puis enfin, il y a des personnes qui pensent que sur certains projets au moins, les GAFA agissent vraiment dans une logique philanthropique, sans aucune arrière-pensée, ni politique, ni business. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il est très dur de trancher entre les trois, et la vérité se situe sans doute entre ces trois caractéristiques. Mais ce qui est certain, c'est que ça pose la question fondamentale du lien entre technologie et politique. Alors, le soubassement politique de la technologie d'abord, qu'il soit explicite ou implicite. Explicite, quand l'algorithme Trending News de Facebook est accusé de favoriser les démocrates sur les républicains. Et puis implicite, parce que les algorithmes ne sont pas neutres et serait idiot de leur demander de l'être. C'est le fameux livre de Dominique Cardon, À quoi rêvent les algorithmes. Alors on ne sait pas à quoi ils rêvent, en revanche, ils reflètent nécessairement des choix politiques, des valeurs, des principes, et c'est important d'en avoir conscience. Par exemple, l'algorithme Google Search de Google est universel, il se fait sur une base méritocratique. C'est-à-dire qu'un site A est d'autant plus visible que d'autres sites pointent vers ce site A. Donc le modèle, c'est un modèle de classement par l'autorité, là où Facebook, lui, c'est un modèle de classement par l'affinité. C'est-à-dire qu'il étudie mon profil et il organise des informations en fonction. Il m'enferme en fait du coup dans une communauté, mais réciproquement, il permet une visibilité à la publication de tout un chacun, là où Google, lui, la privilégie pour les experts uniquement. On a aussi l'intellectuel Morozov qui parle de solutionnisme technologique en affirmant que tous les problèmes que l'on connaît ne peuvent pas être réglés par une solution technologique. Si vous prenez le cas de la balance connectée, elle va vous dire que vous avez pris 5 kilos et qu'il faut que vous alliez faire du sport. Elle vous offrira peut-être 30% un abonnement au Club Med Gym ou sur des baskets Nike, mais qui pour faire l'éducation alimentaire à l'école primaire et qui pour faire le lobby anti-fast-food. Alors, les PDG des GAFA ont une foi inébranlable dans la technologie et c'est tant mieux parce que cette foi leur permet de faire des choses incroyables, il faut le dire. Par contre, nous, il faut qu'on prenne conscience qu'en plus de ces choix, de ces innovations incroyables, il faut qu'on ait une résolution politique et collective supérieure et on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier et faire tout aux GAFA, sinon il sera de plus en plus dur de l'imposer à eux, cette résolution collective que l'on souhaite. Pour résumer la partie 1, on vous a parlé des trois piliers de l'ubérisation. On vous a dit que tous nos services publics étaient menacés, y compris le régalien, mais à des modalités et des vitesses différentes. On s'est posé la question de savoir si les GAFA n'étaient pas déjà des États, et on s'est dit que leur venue sur les territoires du service public sont peut-être une bonne nouvelle si tous nous sommes conscients qu'une résolution collective et politique supérieure est nécessaire. Alors, donc on pense, comme le dit Clément, qu'il faut renvoyer les technophiles et les technophobes dos à dos et prendre l'ubérisation telle qu'elle est, c'est-à-dire comme un facteur de bouleversement important auquel il faut donner un sens, une direction et des valeurs. Alors voyons dans cette deuxième partie comment l'État va contre-attaquer. Alors on vous parle d'ubérisation depuis tout à l'heure. À quoi ça pourrait ressembler un Uber-État? Alors un Uber-État, ça pourrait être des plateformes numériques de confiance sans infrastructure et qui sont tournées vers le client qui est ici le citoyen. Et encore une fois, on va différencier la fonction distribution de la fonction production des services publics. Une distribution ubérisée, c'est une logique de guichet unique ou de plateforme unique où le citoyen a une simplicité d'accès et a un seul interlocuteur. C'est par exemple ce qu'essaye de faire le SGMAP, le secrétariat général à la modernisation de l'action publique, avec notamment son incubateur de start-up d'État, et notamment la start-up d'État Mezed.gouv, qui essaye de résoudre le problème suivant. Il y a beaucoup de gens qui ne réclament pas les aides sociales auxquelles ils pourraient avoir droit. C'est 168% des gens dans le cadre du RSA activité. Pourquoi? Parce que c'est souvent trop complexe, on ne sait pas à qui s'adresser, quand, comment,
à quel organisme, etc. Avec mez.gouv, vous pouvez en quelques clics renseigner des données sur votre situation financière et familiale, et ils vont vous sortir toutes les aides auxquelles vous avez le droit et leur montant associé. Donc c'est vraiment une distribution simple pour le citoyen. D'autre part, il y a la production. La production ubérisée, on pense que c'est une production qui va être atomisée et décentralisée. Comment? D'une part, par un appui sur la multitude, sur les citoyens. On pourrait parler même de concurrence par les amateurs. C'est ainsi qu'au Brésil, au lieu d'embaucher des nouveaux professeurs d'anglais, ils ont préféré aller chercher des retraités américains pour échanger sur Skype avec des étudiants. C'est-à-dire que les retraités américains ont rempli la mission de service public d'enseignement dans ce cas précis. La production atomisée, il y a un outil de production décentralisé dont on pourra peut-être parler dans les questions qui s'appelle le blockchain, qui est un outil qui permet de produire la confiance décentralisée en s'appuyant sur les réseaux de la... Voilà, c'est un buzzword qu'on a checké, mais on pourra y revenir dans les questions. Est-ce qu'il faut, en plus d'ubériser l'État, blockchainiser l'État? Donc la production atomisée, elle peut s'appuyer sur la multitude, mais elle peut également s'appuyer sur des actifs qui sont sous-utilisés dans l'État. C'est ce qu'essaye de faire par exemple la Poste avec ses facteurs, en leur proposant une gamme étendue de services. Le facteur va pouvoir aller vendre des timbres à domicile ou vérifier que vos proches âgés sont en bonne santé. Donc en fait, ils essayent de faire de quelque chose qu'on peut penser comme un désavantage compétitif, c'est-à-dire une grosse masse salariale très présente au niveau local, d'en faire une force. Mais dans la vraie vie, il suffit pas d'être Uber. Sur la côte ouest, c'est pas Uber qui gagne, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors qu'est-ce qui se passe sur la côte ouest? Revenons un instant aux GAFA dont on avait parlé en première partie, quand c'était eux et pas Uber ou Airbnb finalement qui ubérisaient les services publics. On sent bien qu'ils sont plus puissants, qu'ils sont plus solides que les ubérisants, mais pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, les GAFA n'existeraient pas, les Uber n'existeraient pas sans les GAFA, sans les infrastructures technologiques bâties par les GAFA. Derrière Uber, il y a Google, qui soit dit en passant, finance Uber à hauteur de 300 millions. En effet, le service de géolocalisation d'Uber s'appuie sur Google Maps, des chauffeurs utilisent Waze, etc. On peut télécharger l'application Uber sur l'Apple Store et payer sur Apple Pay. On peut s'identifier directement avec Uber grâce à nos identifiants Facebook. Et les données d'Uber sont gérées par Amazon Web Services. Alors, finalement, Uber, BlaBlaCar et Airbnb sont la face émergée de l'iceberg. Et l'échafaudage, l'infrastructure sur lesquelles ils s'appuient, ce sont les GAFA. Alors, on a cherché à théoriser cette idée que même si les GAFA ont évidemment des business models qui sont très différents, ce sont tous des plateformes qui ont réussi à bâtir des infrastructures incontournables sur lesquelles se connectent d'autres plateformes. Alors, en s'inspirant de théories existantes, notamment les travaux réalisés par Fabien Novel, on a choisi d'appeler les GAFA des métaplateformes. Parce qu'en effet, méta, ça veut dire au-delà de, profond. En fait, ça fait appel à une abstraction supérieure. Par exemple, un métalangage, c'est un langage qui décrit un langage. Et bien, nous, nos métaplateformes, ce sont des plateformes de plateformes. Ce sont des plateformes qu'on va appeler des plateformes satellites, qui sont nos Uber. Et ces plateformes satellites vont graviter autour de ces métaplateformes qui possèdent l'infrastructure et va leur permettre à ces satellites d'être light et légers. Alors évidemment, c'est un peu plus complexe parce que vous avez une autre couche qui est en dessous, qui est celle des réseaux télécoms et des réseaux télécoms. Les opérateurs essayent d'ailleurs de capter la valeur ajoutée et luttent avec les GAFA, avec les succès qu'on connaît. Une autre complexité qui est celle que les plateformes satellites ont bien compris, Uber a bien compris qu'ils ne gagnaient pas et que c'était les GAFA qui gagnaient, et lui-même essaye de se méta-plateformiser. C'est ce qu'a fait Uber, donc, ce qu'est en train de faire Uber, et c'est ce qu'a fait Amazon dans le passé. Oui, parce qu'en fait, être méta-plateforme, c'est plus intéressant. Non seulement parce que les métaplateformes, c'est un peu comme des planètes, en fait. Elles ont un côté magnétique, et plus elles sont grosses, plus elles attirent de plateformes satellites, plus elles deviennent même inévitables et incontournables, jusqu'à ce que n'importe quelle plateforme satellite qui se crée ne puisse pas passer à côté. Et puis, les métaplateformes, elles gagnent tout le temps. C'est-à-dire qu'on prend souvent la métaplateforme de la forêt. Quand il y a des moineaux qui arrivent sur une forêt,
On ne sait pas sur quel arbre ils vont se poser, c'est aléatoire, c'est incertain. Et ben, les arbres, ce sont les plateformes satellites, et l'intégralité de la forêt, c'est la métaplateforme. C'est-à-dire que que l'Apple Store, donc Meta-Platform, ouvre son code à des plateformes satellites, les applications, et en retour prend 30% de commission sur toutes les transactions financières que réalisent les applications. Donc c'est intéressant à deux niveaux. D'une part, parce que peu importe l'arbre que les moineaux choisissent, l'application que les clients choisissent, l'Apple Store est gagnant à chaque fois et n'est pas soumis à la loi des usages. Et puis surtout parce qu'en fait, ils profitent indirectement de tout le contenu créé par les applications pour s'enrichir et pour être encore plus attractifs, quasiment sans effort, juste en ayant rendu son code adressable. Alors quel rapport avec l'État ? Eh bien, ces deux caractéristiques des métaplateformes, le fait d'être incontournable et le fait d'être plus efficace, nous amènent à dire que, après ou en tout cas en plus de subériser, il faut que l'État se métaplateformise. Devenir métaplateforme. Alors, pour être plus efficace, donc, pour ajouter en fait aux plateformes satellites, aux Jedi de l'État, comme on les avait appelés, comme la Poste ou mes aides décrites par Clément tout à l'heure, pour y ajouter la force de plateformes satellites privées en rouge sur le schéma qui vont ajouter ingéniosité et agilité. Et puis pour être incontournable, c'est-à-dire pour au lieu de subir son ubérisation, de la vivre dans un cadre de valeur jugé acceptable par toute la collectivité. Alors ça veut dire que là où historiquement nos prédécesseurs ont construit les réseaux d'eau et d'électricité, maintenant il s'agit de construire l'infrastructure de demain, c'est-à-dire un réseau d'Application Programming Interface, d'API, qui va permettre de rendre les données de l'État adressables et donc à l'État de plus commander par le haut mais d'organiser par le bas. Et ce qui est important, c'est que là où l'ubérisation permettait de résoudre un problème particulier, un problème conjoncturel avec telle ou telle plateforme satellite, la métaplateformisation permet de répondre au problème dans son ensemble en modifiant en profondeur, en modifiant structurellement le squelette de l'État-plateforme, qui va devenir État-plateforme, métaplateforme. Deux caractéristiques absolument indispensables pour que cette métaplateforme soit attrayante pour des plateformes satellites privées, qu'ils bâtissent une infrastructure qui est simple pour que le point de contact, le point de branchement ne soit pas douloureux, et qui montre l'exemple en montrant comment on peut se saisir des données en créant des plateformes satellites internes, d'où l'importance de l'Uber-État précédemment. Alors, outre ces deux caractéristiques, le mot-clé de l'État métaplateforme, c'est l'ouverture. En effet, l'ouverture est très importante, et en premier lieu, l'ouverture des données de l'État. Alors, le premier niveau, c'est l'ouverture totale. Ouvrir toutes ces données par défaut, il faudrait que les administrations justifient pourquoi elles ne veulent pas ouvrir les données. C'est le contraire qui est fait actuellement, c'est-à-dire qu'elles doivent justifier pourquoi elles veulent bien les ouvrir. Alors c'est quelque chose qui a été proposé dans le projet de loi pour une république numérique, mais qui a été quelque peu détricoté par le Sénat, donc on verra ce que ça va donner. On comprend bien cependant qu'il y a des données qu'on ne veut pas voir répandues sur la place publique, des données qui sont plus sensibles, comme des données médicales ou des données sur des demandeurs d'emploi. Pourquoi donc pourquoi se priver de ces données et ne pas les réserver à un noyau plus restreint via des ouvertures contractuelles à des groupes de recherche ou à des entreprises ? Et il y a des données qu'on veut encore moins ouvrir et qu'on veut vraiment garder au sein de l'État, comme les liasses fiscales pour les entreprises, qui sont des données très stratégiques. Pour autant, pourquoi dans l'État ne pas permettre une fluidité d'informations et que les différents organismes puissent avoir accès à ces informations. C'est ce qu'essaye de faire l'ESGMAP avec des API inter-administration. Alors une fois qu'on a ouvert notre métaplateforme, c'est très bien. On a stimulé la créativité possible des plateformes satellites, mais une question se pose, c'est comment garantir l'intérêt général ? Comment être sûr que ces plateformes satellites du privé vont contribuer à ce que l'on veut, ce vers quoi on veut aller. Nous, on pense en fait que la dichotomie for profit vs non-profit est complètement démodée. De même qu'on pense que le système de délégation de services publics doit être repensé dans le cadre de cette métaplateforme et ne convient plus du tout. On pourra y revenir. Il y a des moyens qui existent pour garantir l'intérêt général. Je ne vais pas avoir le temps de tous les détailler encore une fois, mais on peut imaginer des process de label. On peut imaginer des API contractuelles. C'est par exemple ce que fait Base Impact avec l'API de Pôle emploi. Pôle emploi a ouvert
son API sur les données des chômeurs à Base Impact pour réduire le chômage structurel, avec une condition, c'est que Base Impact ne fasse pas payer les chômeurs. Si Base Impact se met à faire payer les chômeurs, on coupe le robinet à données. En Chine, il y a des systèmes assez innovants également, puisque l'État va donner aux universités des problèmes de société à craquer, et les meilleures startups qui en résultent vont être achetées par les GAFA chinois qui sont détenus par le gouvernement, ou bien l'État va se porter en garantie pour permettre une sortie vers des venture capitalistes. Pourquoi ne pas même imaginer l'État faire du M&A? Et enfin, la solution qui est peut-être la plus disruptive, c'est celle de créer des communs. Des communs qui sont le mot m'échappe, non capturables, des communs qui sont non capturables avec par exemple des licences ODBL qui stipulent que quelque chose qui a été créé à partir de données open source doit rester open source. C'est par exemple le cas, c'est ce qui a été fait avec la base adresse nationale pour ceux qui connaissent. Alors s'ouvrir oui, mais être ouvert à la donnée produite par l'extérieur aussi. C'est-à-dire accepter que la production de données essentielles ne soit pas la seule prérogative de l'État, mais au contraire inciter la multitude à coproduire avec lui. Alors 2 exemples d'applications principales. Les actions qui sont prises en fonction d'analyses de données qui proviennent de l'extérieur. C'est ce qu'a fait la ville de San Francisco en ouvrant une API avec TripAdvisor qui lui permet de récupérer directement les données de propreté des hôtels et des restaurants renseignés sur TripAdvisor par des usagers et ainsi d'optimiser ces inspections sanitaires sur les établissements qui ont des notes les plus basses. Et puis dans un tout autre registre, l'ouverture des données des entreprises, cette fois-ci, de certaines entreprises en tout cas, peuvent permettre une autorégulation du marché. C'est ce qu'essaie de faire l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, en demandant aux opérateurs d'ouvrir leurs données de qualité de service pour qu'en fait les consommateurs on ait accès aussi facilement à ces données qu'on a maintenant accès au prix, au tarif des forfaits. Et par ce simple fait, espérer que les opérateurs vont être incités à couvrir au mieux le territoire. Alors, c'est peut-être le moment de dire qu'on dresse pour l'instant un portrait de l'État qui est très noir, mais qu'évidemment, on a complètement conscience qu'on nous envie dans une bonne partie du monde, notre modèle de santé, notre modèle éducatif, notre système judiciaire, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher aussi. Et puis on a aussi conscience que l'État, ça fait des années qu'il fait des efforts pour se numériser et qu'il est beaucoup plus simple qu'avant, par exemple, de déclarer ses impôts. Mais on veut aussi insister sur le fait que, pour l'instant, au sein de l'État, le numérique a davantage été utilisé comme une rustine, c'est-à-dire pour le rendre plus efficace à la marge, que comme déclencheur d'un changement de paradigme total. Et c'est normal parce que c'est très difficile, parce que le numérique demande un changement de culture radical en soi. En fait, le numérique, c'est plus un savoir-être qu'un savoir-faire, c'est quelque chose qui est plus biologique que mathématique. Alors de quelle culture on parle? Pour l'illustrer, on a choisi de citer Jean-François Zobrist, que vous connaissez peut-être, qui est le PDG de Favi, qui dit « Il ne faut pas être dévoué au patron, mais au client. » Alors dans l'État, ça pourrait être « Il ne faut pas être dévoué au ministre, mais aux citoyens. » Le diable est dans les cloisons, la confiance rapporte plus que le contrôle. Il ne faut jamais améliorer l'existant, mais imaginer autre chose en pensant à côté. Et enfin, l'avenir se joue sur le terrain. Alors, puisque c'est sur le terrain que se joue l'avenir, on a décidé d'y aller, et puis de découvrir ces façons de fonctionner avant de prendre notre poste dans l'administration. Donc justement, on a été sur le terrain, et par l'intermédiaire de Caroline Coutou, on a découvert Finamatic. Finamatic qui, en plus de nous permettre cette expérience sur le terrain, va constituer en fait notre cas pratique, notre cas d'application de la théorie de métaplateforme qu'on défend. Finamatic, c'est une start-up, ils sont ici et je les remercie. C'est une start-up qui est partie de deux irritants. Il y a 30% des entreprises qui meurent de problèmes de financement et il y a 73% des entreprises, des entrepreneurs qui ne sont pas au courant des aides publiques auxquelles ils pourraient avoir le droit. Donc Finamatic propose une solution face à cela. Première démarche, un peu comme je vous décrivais les mesaides.gouv, eh bien Finamatic va demander à l'entrepreneur de répondre en quelques questions à une situation entrepreneuriale et va lui permettre d'établir une roadmap financière d'aide publique.
Ensuite, et là c'est vraiment innovant de la part de cette start-up, ils aident à la constitution de dossiers de financement en mémorisant en quelque sorte les champs que vous avez déjà remplis. C'est-à-dire que remplir le formulaire French Tech à 100%, c'est déjà avoir rempli à 90% le dossier pour le prêt d'amorçage. Ça épargne beaucoup de temps aux entrepreneurs et c'est pas négligeable. Et enfin, c'est vraiment une plateforme collaborative puisque des experts peuvent accompagner sur la plateforme les entrepreneurs qui sont en cours de remplissage d'un formulaire. Et pourquoi pas demain voir les employés de la BPI ou de tout autre organisme venir eux-mêmes conseiller en temps réel sur cette plateforme les entrepreneurs. Donc Finamatic accompagne l'entreprise tout au long de sa vie et c'est vraiment une ubérisation de la fonction de distribution des aides publiques de l'État. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a rencontré Finamatic et puis auparavant on avait rencontré le SGMAP et entendu parler de Dites-le nous qu'une fois, qui est le programme dont parlait Clément avec les API interadministration. Alors il nous est apparu évident que les logiques étaient très similaires et on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose. Donc on a organisé une rencontre entre Philippe Vrignot, qui est le responsable du projet Dites-le nous qu'une fois, et Finamatic. Alors non sans appréhension, parce que l'idée c'était quand même de dire voici les gens qui cherchent à vous ubériser. Alors on pense pouvoir dire que ça s'est très bien passé et que Philippe, en fait, qui essaie d'auto-ubériser les organismes qui distribuent des aides depuis des années, était content de trouver des alliés qui avaient développé ce qu'il rêve que les organismes développent en interne. Et puis réciproquement, on pense que Finamatic était quand même très surpris de voir qu'il y avait des gens comme Philippe dans l'administration et quand même impressionné parce qu'il avait déjà réussi à faire énormément de choses. Alors Finamatic a été invité à présenter son service devant les DSI des organismes qui distribuent des aides pour un peu leur montrer la menace, pour un peu piquer le mastodonte. Et en caricaturant un peu, il y a deux cas possibles, c'est-à-dire soit les organismes portent plainte contre Finamatic, parce que Finamatic récupère les aides en scrapant, en hackant les bases de données des sites officiels, soit les organismes décident d'apprendre de leurs hackers et au contraire de travailler avec eux. Et c'est la direction que ça a l'air de prendre pour l'instant. Alors le partenariat, il peut... En tout cas, le SGMAP a déjà ouvert à Finamatic l'API entreprise qui permet à Finamatic de recueillir sur son site directement plein de données concernant les entreprises, notamment le numéro sirène par exemple, sans que l'entreprise ait elle-même à les rentrer sur la plateforme Finamatic. Quelle forme pourrait prendre ce partenariat? Il pourrait être dans les deux sens. Dans un sens, les organismes pourraient ouvrir leurs API, leurs données à Finamatic de façon actualisée pour que Finamatic trouve une base de données actualisée des aides publiques. Ils pourraient également venir sur la plateforme Finamatic, justement conseiller les entrepreneurs au fur et à mesure de la constitution du dossier, ce qui éviterait les 15 allers-retours entre l'entrepreneur et l'organisme public, puis l'abandon du dossier parce qu'il a été mal rempli. Donc ça, c'est un gage de qualité pour Finamatic. Puis il pourrait décerner un label à Finamatic pour que ceci gagne en visibilité et en crédibilité et affiche fièrement le fait qu'il collabore avec l'État français. Dans l'autre sens, Finamatic apporte des dossiers qui sont complets, qui sont formatés, qui sont de qualité, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps pour les acteurs du financement public. Finamatic pourrait aussi, dans un futur espéré, constituer un format pivot commun à toutes les aides publiques en France et l'ouvrir. Finamatic, enfin, pourrait proposer de la statistique sur les aides publiques, faire de la statistique en fait à la place de l'État sur ce sujet. À noter que peut-être, c'est en bonne voie, si j'ai pu comprendre, ils vont peut-être faire le back-office déjà du réseau Initiative des Hauts-de-Seine. Alors, on vous a présenté notre méta-plateforme avec ces plateformes satellites qui viennent du public, d'autres qui viennent du privé. Et là, on aimerait quand même vous dire qu'ils recrutent cette créativité du privé et on vous a parlé de start-up, mais on n'exclut pas du tout que les GAFA puissent ici venir apporter leur formidable expertise. Ne fermons la porte à rien. Et si les conditions sont réunies et que les deux partenaires sont d'accord sur la façon et sur la vision, pas de problème pour que les GAFA viennent. C'est par exemple le cas aux États-Unis où Google et la FDA travaillent ensemble à essayer de voir quelles sont
effets secondaires des différents médicaments. Alors voici concrètement la métaplateforme que nous souhaitons. Mais alors pour quelle vision d'ensemble finalement? Pour une vision générale qui demande de faire deux deuils une bonne fois pour toutes. Le deuil de la prospective exhaustive, qui est souvent fausse et en tout cas toujours paralysante tellement les situations sont complexes. Pour autant, l'État doit se lancer, il doit pivoter si nécessaire, voire abandonner des projets. En tout cas, il doit apprendre en marchant. Et puis le deuil du modèle weberien tel qu'on connaît, c'est-à-dire le principe sur lequel le travail du politique qui décide, de l'administration qui est l'instrument qui doit exécuter minutieusement les décisions, et puis les citoyens qui par leur vote donnent la légitimité démocratique aux politiques, doit être repensé. Parce que l'administration maintenant, on lui demande d'être réceptive aux besoins des citoyens, d'être agile, de proposer des choses et en retour aux politiques de lui faire confiance. Alors on pense que là aussi, on apprendra avec l'action, c'est-à-dire qu'il faut aller des petits cailloux aux étoiles, comme dit Jean-François Caron, qui est le maire de Los Angeles, qui est un modèle de ville durable. Et il dit exactement, une petite étoile pour faire rêver et donner envie, des petits cailloux pour se mettre en mouvement et pour baliser le chemin. L'étoile, pour nous, qui va guider l'administration dans son action et qui va être garante de la légitimité démocratique, c'est la métaplateforme et les valeurs qu'elle véhicule, ouverture et confiance en intelligence collective. Alors on vous parle d'efficacité administrative, mais qu'en est-il du travail du politique? On pense aussi qu'il doit et qu'il est en train d'ailleurs de changer. D'abord dans la façon de communiquer avec plus de transparence. Alors c'est un sujet vieux qui mérite évidemment plus qu'une ligne, mais on en parle ici parce qu'on pense que la mise en œuvre peut être accélérée avec l'open data. Dans sa façon de co-construire en se basant là aussi sur l'intelligence collective, c'est ce qu'essaie de faire la démocratie participative, dont le défi principal est trouver un mode d'organisation qui produit du débat constructif, voire du consensus. Alors ça a été fait en fait avec brio par des hackers de Taïwan qui sont venus au secours de leur gouvernement dans la crise qu'ils traversaient entre Uber et les taxis aussi. Les hackers ont développé un outil qui a permis à toutes les parties de délibérer entre elles et de trouver un consensus et de le proposer comme issue de la crise au gouvernement taïwanais. Maintenant cet outil est utilisé couramment par le gouvernement taïwanais. Et puis enfin, une nouvelle façon de décider et de trancher entre telle ou telle solution, notamment parce que je le disais tout à l'heure, c'est très difficile maintenant d'anticiper exactement les conséquences de telles décisions. Alors c'est possible pour certaines mesures avec l'expérimentation. Donc on teste une solution sur un périmètre restreint, on voit ce que ça donne et on décide en fonction. C'est la démarche de try and learn qu'utilise très fréquemment Amazon notamment. Et puis d'autres vont encore plus loin et parlent de passer de démocratie représentative à démocratie liquide. C'est-à-dire, on est citoyen, on peut soit voter directement pour une proposition, soit, si on ne s'en sent pas capable, élire un délégué qu'on juge compétent sur ce sujet, par exemple l'économie, qui lui va choisir pour nous. La notion de mandat disparaît complètement, le délégué peut être évoqué à tout moment et changé par un autre. Donc en fait, c'est un peu une logique justo-boutiste de l'appui sur l'intelligence collective, là où la décision même, en fait, revient à la multitude. Finalement, pour vous résumer cette deuxième partie, cette contre-attaque de l'État, on vous a dit que l'État devait devenir Uber, mais qu'il devait aller plus loin et se métaplateformiser, qu'il fallait qu'il soit ouvert et qu'il s'ouvre lui-même, ce qui nécessitera un changement radical de culture. Et on s'est demandé, juste à l'instant, si tout cela ne devait pas nous mener vers une nouvelle façon de voir la démocratie. Alors, en conclusion, ce système de métaplateforme avec des plateformes satellites autour qui apportent leur créativité et leur efficacité, c'est la réponse qu'on donne, et c'est une base de réflexion, bien entendu, c'est la réponse à la menace fantôme d'ubérisation qu'on a identifiée, et c'est la réponse plus globalement à la crise généralisée que connaît l'État. Oui, parce que la transformation est indispensable. En fait, l'État, il n'est pas en crise, il est au milieu d'un changement total de paradigme. Montesquieu dit « La nature de l'État dépend de l'étendue de l'espace ». Et on pense que c'est là la cause profonde de la transformation que l'État doit effectuer. En effet, pour Michel Serres, on est passé en fait d'un espace qui était un espace métrique, où on se repérait grâce à des adresses postales, à un espace où la distance n'a pas été diminuée, elle a été tout bonnement supprimée.
Et le nouvel espace, maintenant, c'est celui du réseau. Celui où chaque point est à la fois fusion et fission, réunion et division, celui où chaque point, en fait, c'est une synthèse. De ce point, on peut aller n'importe où, et de n'importe où, on peut aller sur ce point. Donc en fait, il faut qu'on passe d'un état qui aujourd'hui a une forme de sapin, où le seul point de synthèse est le sommet du sapin, à un réseau. Il faut transformer le sapin en réseau. Et l'État n'y arrivera pas tout seul, parce que c'est à nous, citoyens, nous, entreprises, nous, collectifs, de faire plus que d'accuser, mais enfin de co-construire, pour participer, pour remodeler, pour faire muter. Donc finalement, non, le coup d'État n'aura pas lieu, pas si nous tous, avec ceux qui déjà y contribuent, nous ubérisons l'État. Merci.